Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi, j'ai découvert en plastique. J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage, prenez-en c'est de bon cœur. Le groupe Trio, justement, qui nous parlait du plastique, ce plastique que nous générons en masse, que nous produisons beaucoup, mais dont nous ne savons pas trop quoi faire des déchets. Sachez-le, il y a quelques années, la France générait 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques. C'était 66 kilos par Français, tout simplement. 66 kilos pour moi, 66 kilos de déchets plastiques aussi pour Henri Landès qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio, comme tous les jeudis soirs. Je le rappelle, vous êtes le cofondateur de la Fondation Landestini. Nous allons parler du plastique. Où se retrouvent nos déchets plastiques? Vous découvrirez dans quelques instants avec notre premier invité, Patrick Dexon, qui se retrouve souvent dans la mer et dans l'océan. Est-ce qu'on peut faire du plastique propre qui se biodégrade tout seul ou qui se recycle? Oui, nous dira notre deuxième invité, qui est délégué général de Green Plasturgie. La pollution au plastique, Henri Landès, on en a pris conscience à partir de quelle époque ? C'est pas si ancien que ça. Déjà, le plastique, c'est pas une industrie qui existe depuis la nuit des temps. C'est à peu près une soixantaine d'années, mais je dirais depuis une vingtaine d'années, on prend conscience sur la pollution plastique. Un petit peu après, aux alentours, des début des années 90, on a commencé à parler de la dégradation de la biodiversité. C'est à ce moment-là qu'on a lancé d'ailleurs une convention pour préserver la biodiversité. Mais c'est un petit peu plus tard qu'on a commencé à cibler vraiment la pollution des océans et la pollution plastique. Depuis une dizaine d'années, là maintenant, les associations environnementales sont vraiment montées au créneau. On découvre qu'il y a un 7e continent de plastique qui flotte dans l'océan. On découvre qu'il y a des microplastiques qui sont extrêmement difficiles à récupérer, donc nettoyer, c'est illusoire pour une grande partie de ce plastique. Et on sait que 8 millions de tonnes de plastique, de déchets plastiques arrivent dans l'océan. C'est 3/4 des pollutions de déchets sur les plages. On a un vrai souci de trier et de recycler. On ne devrait plus polluer à travers le plastique. Ça ne veut pas dire vivre sans plastique demain, mais vivre sans pollution plastique, c'est possible si on s'organise un peu mieux. Et c'est ça, en faisant attention à ce qu'on achète, à ce qu'on produit et aussi à la manière dont on se débarrasse de nos déchets. Vous parliez à l'instant, Henri Landès, du 7e continent de plastique. Une personne le connaît très bien, ce 7e continent de plastique. C'est Patrick Dexon qui est avec nous sur Sud Radio. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous. Vous êtes navigateur, vous êtes explorateur et fondateur de l'association Expédition 7e continent. Vous êtes pas très loin de votre bateau en ce moment et ça fait des années que vous explorez la mer, les océans justement pour voir où finit le plastique que nous rejetons. Où est-ce qu'il finit en général ? Maintenant, on le sait bien, le plastique qu'on jette dans la nature finit dans l'océan. Ouais. L'océan est devenu le réceptacle de tout ce plastique qui est malheureusement pas canalisé et lâché dans la nature. Vous retrouvez quoi quand vous allez en expédition sur l'océan? Quel type de déchets, par exemple, de notre vie quotidienne? Alors oui, quand on part en expédition, il y a 10 ans, bien sûr, j'ai été une des premières ONG à amener une équipe scientifique dans le GIR du Pacifique Nord, suite à ma rencontre avec Charles Moore, qui est un Américain qui avait fait une transpacifique. Et il m'a dit, il faut aller voir là-bas parce que c'est assez impressionnant. Et donc je m'attendais moi aussi à trouver une espèce de continent de déchets, mais c'était pas du tout ça. Et en fin de compte, on a eu affaire à quelque chose de plus terrible que ce continent de déchets, parce que si c'était un continent de déchets, on pourrait peut-être imaginer quelque chose pour le nettoyer, mais là c'est pas le cas. C'est essentiellement une soupe de plastique, des microplastiques qui font entre 1 et 5 mm et qui sont par millions, par milliards dans ces zones d'accumulation qui sont des gyrocéaniques, des courants qui tournent un peu sur eux-mêmes et qu'on a tendance à les rassembler. Vous parliez justement de gyrocéaniques. En gros, si je résume, pour moi qui ne suis pas scientifique, vous me corrigerez, Patrick Dexon, gyrocéanique, c'est un endroit où les courants font que l'eau stagne, par exemple, ou alors que tous les déchets arrivent au même endroit sans jamais repartir, c'est ça ? Oui, alors on va schématiser parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais le gyrocéanique, c'est un peu le courant du Gulf Stream qu'on a au large de nos côtes. C'est un courant qui tourne autour qui est dû à la rotation de la Terre et qui a tendance à accumuler ce plastique, mais ce plastique ne va pas y rester parce que après, à force de comprendre sa trajectoire dans les océans, on sait qu'il se réunit là, mais après il est éjecté et puis il se répand un peu partout dans la.
Et avec une épaisseur tellement infime, vous l'avez rappelé, d'ailleurs que du coup la biodiversité a tendance à l'ingérer. Oui, alors forcément, oui. Maintenant, on met à jour, bien sûr, l'impact que ça sur la faune, la flore, et même sur la santé publique, parce que maintenant on a bien démontré que ce plastique se fragmentait en nanoparticules et qui se répand un peu partout. Effectivement, et ça, vous avez joué notamment un énorme rôle pour la prise de conscience de ce problème de la pollution du plastique. Restez avec nous, Patrick Dexon. Henri Landès. D'où vient le problème, tout simplement? C'est la manière dont nous nous débarrassons du plastique, ou alors c'est notre surutilisation du plastique, ou alors c'est tout simplement le type de plastique que nous produisons qui ne se biodégrade pas? C'est un petit peu des trois. Là, tu parles de plusieurs problèmes qui sont tous des facteurs du problème. La première chose, c'est effectivement, on devrait réduire les emballages plastiques, ou plutôt faire sans le plastique quand on peut. Il faut évidemment ne pas produire 50 gourdes pour remplacer les bouteilles en plastique. Il en faut une. Ça, c'est l'exemple un petit peu symbolique. Effectivement, plus on a de produits qui ne sont pas emballés par du plastique, et plus on s'organise pour changer un petit peu ses modes de vie, on va faciliter cette transition en dehors du plastique polluant. Ensuite, on peut recycler et trier. Et il faut qu'on améliore énormément cette partie-là. C'est la principale solution. On a seulement 9% de recyclage aujourd'hui à peu près, si on prend les chiffres de National Geographic. Et c'est une énorme quantité, c'est presque 80% de plastique qui est produit et qui est accumulé dans les décharges ou dans la nature. C'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément de plastique, malheureusement, dans la nature et dans l'océan. Patrick Dexon, est-ce que depuis plus de 10 ans que vous sillonnez les océans, la mer Méditerranée, vous avez constaté un certain progrès, par exemple, ou toujours pas? Non, c'est très compliqué. Comme le disait Henri, c'est une pollution qui est récente. On en a pris conscience au début de nos expéditions il y a une dizaine d'années. Donc on manque énormément de recul et de données, bien sûr. Alors après, si on se calque sur les chiffres de production mondiale de plastique et qu'on prend cette constante de 10% qui finit dans la nature, donc dans les océans, on peut imaginer que ça progresse. Mais voilà, sur le terrain, c'est très compliqué de prouver scientifiquement qu'on est en augmentation. On le pense fortement. Ouais. Quelle solution pouvez-vous imaginer vous-même depuis le terrain où vous vous trouvez, Patrick Dexon? Les solutions, Henri l'a bien précisé, voilà. C'est pas en faisant des bateaux qui vont ramasser les déchets qu'on va pouvoir solutionner le problème. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors c'est vrai que c'est des projets qui font un peu rêver. C'est une belle aventure humaine, mais sur le terrain, ça servira strictement à rien. Les solutions, elles sont à terre. Les solutions, elles sont sur réduire sa consommation de plastique, travailler avec des industriels pour comprendre s'il n'y a pas moyen d'améliorer ces polymères, qui ont moins d'impact, améliorer le tri, le recyclage. Je crois qu'on a tous le même discours là-dessus. Donc voilà. Et c'est presque triste d'ailleurs, si je peux me permettre, vous allez me répondre, Patrick Dexon, parce que vous êtes un amoureux de l'océan. Vous avez exploré l'océan, vous avez constaté ce 7e continent de plastique, et vous nous dites la solution, c'est qu'on ne l'aggrave pas, cette pollution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de solution déjà pour nettoyer ce qu'on a déjà rejeté dans l'océan, si? Non, nettoyer ce qu'il y a dans l'océan, ça pourra pas se faire par l'homme. Alors on découvre, nos scientifiques, des équipes scientifiques sont en train de travailler sur une bactérie qui pourrait éventuellement digérer le plastique, mais c'est tellement du long terme, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc la quantité de plastique qui arrive dans les océans, la bactérie ne pourra pas l'absorber. Alors si on arrête d'alimenter les océans en plastique, effectivement, dans je ne sais plus combien, peut-être dans des milliers d'années, on aura peut-être tout digéré. Mais voilà. Des milliers d'années en tout cas. Et c'est ça qui compte, et c'est le cœur du problème en tout cas. Merci beaucoup, Patrick Dexon, d'être intervenu ce soir dans les Voies de l'Environnement sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes navigateur, explorateur, fondateur de l'expédition 7e continent. Vous repartez en expédition cet été, je crois ? Oui, c'est ça. On continue de mener nos études d'interaction mer-air et savoir si ces nanoparticules ne s'évaporent pas dans les nuages et ne rentrent pas dans le cycle de l'eau. Et dans ce cas-là, oui, et nous éviterait en plus ce qui risquerait de nous pousser en plus à les respirer, j'imagine. Merci beaucoup. Bon courage à vous, Patrick Dexon, en tout cas navigateur, explorateur, fondateur de l'expédition, de l'association Expédition 7e continent. Henri Landès, vous êtes toujours avec nous. Globalement,
si on retient ce qu'on a entendu, qui est passionnant mais qui est en même temps effrayant, c'est qu'on en est réduit à limiter la casse, c'est-à-dire à faire en sorte que tout ce qu'on va produire désormais ou utiliser désormais, eh bien, ça fera moins de mal à la planète. Mais on ne peut pas vraiment se poser à court terme la question de réparer les dégâts qu'on a déjà faits. Non, on peut réparer peut-être, si on parle en pourcentage, 1% des dégâts qu'on a fait. C'est même pas un chiffre scientifique. Ce qui est difficile, c'est que le plastique devient tellement micro, tellement petit, tellement s'intègre dans le système alimentaire, et c'est là où ça fait encore plus peur. Mais c'est pas pour être seulement anxiogène. On va parler des solutions. C'est ça qui rend optimiste. Mais justement, la réalité, c'est que nous ingérons malheureusement du plastique quand nous mangeons des produits de la mer. Aujourd'hui, il y a une estimation sur le fait, par ailleurs, que tous les oiseaux qui sont dans des milieux en proximité marin vont manger aussi du plastique d'ici 2050. C'est pour montrer à quel point ça rentre autant dans le système alimentaire, la chaîne alimentaire marine, mais aussi pour des animaux terrestres, qui est évidemment néfaste pour leur santé. Donc c'est malheureusement quelque chose qui ensuite affecte tout l'écosystème et notre propre santé à nous. Une réaction en chaîne qu'il convient en tout cas de ne pas aggraver. On accueille tout de suite notre deuxième invité, parce qu'on vous a peut-être un peu plombé le moral, chers amis qui nous écoutaient sur Sud Radio, en faisant un état des lieux de la situation. Il y a des solutions aussi, on va voir ça tout de suite avec Joseph Taillefé. Bonsoir à vous, Joseph Taillefé. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes délégué général de Green Plasturgie. Vous regroupez à Green Plasturgie, donc verte, des industriels du plastique, mais aussi des ONG, comme l'une de celles qu'on vient d'entendre avec Patrick Dexon, justement pour explorer le plastique éco-responsable. Premier renseignement, c'est possible et ça existe. Joseph Taillefé. Oui, bonsoir. Effectivement, je suis très heureux que vous ayez effectivement invité Patrick Dexon, parce qu'effectivement, c'est un de nos adhérents, qui est adhérent au même titre également d'industriels, d'entreprises qui fabriquent également des produits plastiques ou des emballages plastiques. Car aujourd'hui, le constat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une pollution plastique. Personne ne peut le nier, ni les industriels, ni les ONG. Et donc nous, on essaye, on va dire, de trouver une solution pour qu'on puisse continuer, on va dire, à travailler, parce que le but, c'est pas non plus que l'économie, on va dire, en tant que telle, soit dévastée, mais que ce travail puisse être fait de manière éco-responsable, c'est-à-dire écologiquement responsable. Et c'est vrai que dans ce cadre, nous, la question qu'on se pose, c'est non pas si on peut se passer du plastique, c'est plutôt comment produire du plastique pour que sa fin de vie ne soit pas, on va dire, une cause de pollution. Donc, et ça, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux sur ce sujet. Donc il y a deux solutions. On va aborder la première. Patrick Dexon le rappelait. Ce qui est déjà dans l'océan, c'est présent pour des milliers d'années avant que ça soit complètement digéré par la nature, si j'ose dire. C'est possible de faire du plastique qui se dégrade tout seul ? C'est ce qu'on appelle les plastiques compostables ou biodégradables. Ce n'est pas la majorité, la grande majorité aujourd'hui des plastiques en tant que tels, mais c'est une voie de développement très sérieuse. Alors malheureusement, la France, sur ce sujet-là, on va dire, il n'y a pas encore, on va dire, d'énormément d'avancées sur ce sujet, mais dans beaucoup d'autres pays, notamment en Asie, c'est un enjeu majeur. Donc c'est effectivement une des voies, c'est pas la seule, mais c'est une des voies, effectivement, la compostabilité, pour effectivement trouver une solution avec des biodégradabilités autant sur mer que sur terre. Et l'autre solution est le recyclage, tout simplement, de ce plastique. Et là, on est davantage en avance. Alors non, la France, même pas. Non, malheureusement, la France est en retard, on va dire, concernant le recyclage des emballages plastiques. Il y a une vraie carence. On a une problématique en termes aujourd'hui, on va dire, de tri des déchets et de collecte qui pose vraiment problème. Et ce point-là, on va dire, c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. Et pourtant, on a l'impression qu'on a tous une poubelle jaune, par exemple, dans laquelle on est censé justement mettre notamment le plastique. Alors où est-ce que ça cloche ? Alors déjà, on remarquera que je pense que dans la poubelle jaune, on met même du métal avec le plastique. Donc déjà, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait vraiment une poubelle dédiée au plastique et que le plastique. Parce qu'aujourd'hui, les moyens techniques dans beaucoup de centres de tri n'arrivent pas forcément, on va dire, à faire justement le tri entre le bon grain et l'ivraie. Il y a beaucoup de choses, en fin de compte, qui finissent soit incinérées, soit enterrées. Ensuite, il y a un problème économique. Pendant de nombreuses années, on a des collecteurs qui, au lieu de recycler réellement la matière, justement l'ont enterrée ou incinérée, parce que économiquement ça coûte beaucoup moins cher de le faire.
plutôt que de passer par du recyclage. Or aujourd'hui, les études le démontrent, un produit qui est fait à base de matières plastiques recyclées, en termes d'impact carbone et en termes d'analyse de cycle de vie, est beaucoup plus vertueux que beaucoup d'autres matières. Donc aujourd'hui, les industriels, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir en fin de compte cette matière et d'avoir en fin de compte la ressource pour pouvoir le faire. Mais cela suppose effectivement des investissements massifs concernant le recyclage et le tri. Le plan de relance, je pense, pourra peut-être aider et on espère effectivement qu'on aille dans ce sens. Et vous avez bon espoir ou pas ? Alors il faut garder espoir, mais il faut être très vigilant. Oui. Il faut être très vigilant à ce sujet-là. On voit qu'au niveau européen, et nous on travaille au niveau européen, au niveau de la Circular Plastics Alliance et de l'European Plastic Pact, on voit qu'effectivement il y a vraiment des enjeux d'investissement dans le recyclage au niveau de toute l'Europe. La France également s'y met aussi, mais on n'est pas les premiers de la classe. Voilà, ça, on n'est pas les premiers, c'est clair. Henri Landès, comment on explique ces retards français aussi bien dans le recyclage, par exemple, que le plastique qui se biodégrade, le plastique compostable ? Alors, la réglementation doit évoluer, ça c'est une première chose. Il y a maintenant une loi qui dit qu'en 2040, on en finira avec les plastiques à usage unique, ce qui est une bonne avancée. C'est un petit peu loin, par contre, 2040. Donc, on ça, rappelle d'ailleurs en un mot, Henri Landès, plastique à usage unique, c'est quoi ? C'est des pailles, par exemple, qui ont déjà disparu ? Ce sont des sacs plastiques, c'est quoi ? Sauf les personnes qui utilisent une paille en plastique 2 fois, c'est de l'usage unique, c'est-à-dire qu'on va le jeter juste après son usage. Il y a une place pour le plastique dans la société. Il y a surtout dans la santé le besoin d'avoir des emballages plastiques, certains matériaux et équipements. Donc il ne faut pas commencer à penser autant dans un piège de manque de réalisme que de dogmatisme que la société sera sans plastique demain. En revanche, le plastique à usage unique, c'est une de ces choses qui pourrait disparaître plus facilement. Et je pense aussi que les consommateurs, les citoyens ne veulent plus jeter autant de plastique et ça, qui n'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur dans notre société, de fait de jeter. Par contre, ce qui a énormément de valeur, c'est justement ce que vient de dire notre invité, c'est réutiliser ces matériaux pour lui donner une deuxième, troisième, quatrième vie. Et ça, on en est tout à fait capable. On a donc la capacité de faire ce tri, mais c'est très complexe parfois parce que les matériaux ont plusieurs matériaux en leur sein. C'est-à-dire que parfois, le recyclage est beaucoup plus complexe qu'un citoyen lambda puisse comprendre. C'est pour ça qu'il y a aussi des technologies de tri qu'on devrait favoriser. J'ai découvert une usine ici en Haute-Loire qui fait ce qui s'appelle du tri mécano-biologique, qui arrive à trier des matériaux beaucoup plus précisément que des citoyens. Ensuite, il y a ce besoin de remplacer du plastique par des alternatives sur certains produits. Il y a une start-up française qui s'appelle Algopac qui a découvert une alternative à base d'algues. Il y a une start-up en Indonésie qui a trouvé des emballages plastiques, mais pas en plastique, mais en amidon de manioc. Il y a des solutions dans tous les sens et ce blocage, c'est aussi une volonté des pouvoirs publics de mettre beaucoup d'argent là-dedans et ensuite de dire aux grandes entreprises, c'est fini maintenant. Comme on dit fin au pétrole au moins à horizon de 10-20 ans, il faut dire la même chose. Quand on peut, on se passe du plastique et on fait cette transition. Il y a aussi un petit peu cette structure économique un petit peu en oligopole en France, comme dans plein de secteurs qu'il faudrait casser, à savoir quelques grosses entreprises qui arrivent à maintenir leur modèle économique avec une solution qui n'en est pas une. Et là, on parle de l'enfouissement et de l'incinération. Et on parle bien sûr de deux grandes entreprises, d'ailleurs une qui veut absorber l'autre en ce moment, qui malheureusement bloquent aussi la montée en échelle de certaines innovations. Et là-dessus, j'appelle à ces entreprises de favoriser le développement de ces innovations. Si j'ai bien compris, vous parlez avec les pouvoirs publics. Vous parlez de Veolia et de Suez. Si j'ai bien compris. Joseph Taillefer, vous êtes toujours avec nous. On parle aussi du plastique recyclé. Dans la vie quotidienne, par exemple, quel type d'objet en plastique je pourrais avoir à consommer ou utiliser et qui serait produit en France et qui serait absolument recyclé? Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Le plastique propre, par exemple. Vous pouvez trouver énormément de produits aujourd'hui qui peuvent contenir du plastique recyclé,
des barquettes alimentaires, des pots de fleurs. Voilà. Nous avons le numéro 1 du pot de fleurs, la société Soparco, qui fait des pots de fleurs en matière recyclée. Il y a vraiment beaucoup de produits. Mais encore, il faut revenir sur un point, c'est que aujourd'hui, même un produit, on va dire, composé à 100% de matière recyclée, donc qui a été quand même éco-conçu, et comme le disait votre invité, la nécessité, Henri, effectivement, il faudrait qu'on ait des produits qui soient monomatériaux, qu'on n'ait pas effectivement plusieurs couches de différents matériaux qui rendent, on va dire, le recyclage difficile. Mais au final, il y a toujours cette question qui est effectivement du déchet final. C'est-à-dire que si au final, on n'a toujours pas, on va dire, ce tri qui est fait, je ne parle même pas de l'incivilité, mais vraiment, si on n'a pas une collecte, on va dire, qui est sérieuse, l'objet en plastique 100% en matière recyclée, s'il finit dans l'océan, ce sera toujours un déchet et la tortue ne fera pas la différence. Donc aujourd'hui, c'est cette problématique-là qu'il faut gérer. C'est-à-dire que les industriels mettent les moyens, investissent énormément pour alléger leurs produits, pour éviter de mettre des couches différentes, ou pour essayer de produire, on va dire, faciliter la tâche des autres. Exactement, mais il y a tout le cycle derrière de collecte, de tri, de gestion des déchets aujourd'hui qui pose un problème. Et quand je dis déchets, c'est non seulement les déchets classiques, mais également les biodéchets, justement, parce que pour développer le biosourcé et le compostable, il faut qu'on ait une filière de biodéchets en France, et on est très en retard sur le. Et c'est là qu'il faut mettre les bouchées doubles, justement, pour arriver à améliorer la situation. Merci à vous, Joseph Taillefer, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio dans les voies de l'environnement. Je le rappelle, vous êtes le délégué général de Green Plasturgie. Merci à Henri Landès. Comme tous les jeudis soirs, d'ailleurs, on vous retrouve jeudi prochain, mon cher Henri. Je le rappelle avec aussi, plaisir, vous êtes en direct de la Haute-Loire, cofondateur de la Fondation Landestini. Les voies de l'environnement reviennent jeudi prochain. On parlera des nouveaux défis aussi, comme chaque semaine, et les défis de l'environnement et de la planète. Tout de suite, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous verrez, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, justement, d'autres entrepreneurs qui sont éco-responsables. C'est en direct sur Sud Radio et sur Bismart avec Stéphane Soumier. À tout de suite.